Le silence pesant de la salle à manger fut brisé par le cliquetis métallique de la fourchette de sa mère contre son assiette. Elle mastiquait lentement sa blanquette de veau, les yeux rivés sur Anne avec cette expression que la jeune femme connaissait trop bien. Un mélange de dégoût et d'exaspération. « Anne, va donc chercher le sel à la cuisine », ordonna-t-elle sans même lever le regard. Anne se leva machinalement, comme elle l'avait fait des milliers de fois auparavant. 24 ans, et elle obéissait encore comme une enfant. Depuis la mort de Thomas il y a 8 ans, elle était devenue l'ombre de cette famille, celle qui sert, qui se tait, qui disparaît. En revenant avec la salière, elle entendit Julien ricaner avec leur père au sujet de son nouveau travail dans une agence immobilière. Son frère de 22 ans avait toujours eu ce sourire suffisant, celui qui disait qu'il méritait tout ce qui lui arrivait de bien. « Au fait, Anne, » dit sa mère en saisissant délicatement le sel, « Madame Dubois m'a encore demandé pourquoi tu n'étais toujours pas mariée. Tu imagines ma gêne ?» Le cœur d'Anne se serra. Elle toucha instinctivement le petit médaillon de Thomas qu'elle portait toujours sous son pull. Son frère aîné aurait eu 30 ans aujourd'hui. Il l'aurait défendu, lui. « Maman, j'ai 24 ans. J'ai le temps. » « Le temps ?» La voix de sa mère monta d'un ton. « Tu passes tes journées dans ce café minable à servir des clients. Tu reviens ici comme si tu avais 12 ans et tu me parles de temps ?» Julien posa sa fourchette et regarda sa sœur avec cette expression cruelle qu'il affectionnait tant. « Laisse-la, maman. Elle trouvera bien sa voie. » Il fit une pause calculée. « En attendant, au moins elle nous est utile. » Leur mère eut un sourire glacial. « Utile, c'est le mot. Tu ne sers qu'à être l'esclave de ton frère. » Les mots frappèrent Anne comme une gifle. 8 ans d'abnégation, 8 ans à expier sa culpabilité, 8 ans à se faire pardonner d'avoir survécu à l'accident qui avait tué Thomas. Et voilà ce qu'elle était devenue pour sa mère. Une esclave. Julien se leva en riant. « Justement, mes chaussures sont sales. Viens me les cirer, sœurette. Elles ne vont pas se nettoyer toutes seules. » Il désigna ses mocassins en cuir avec un geste théâtral, savourant sa supériorité. Leur père continuait de manger sans broncher, comme toujours. L'alcool l'avait rendu sourd aux querelles familiales. Quelque chose se brisa en Anne. Soudain, elle entendit la voix de Thomas, faible, mais claire, comme à l'hôpital juste avant qu'il ferme les yeux pour toujours. « Vis ta vie, Anne. Ne te sacrifie pour personne. » Elle regarda les chaussures de Julien, puis son visage satisfait, puis celui de sa mère qui attendait sa soumission habituelle. « Non. » Le mot était sorti tout seul, ferme et clair. « Comment ça, non ?» Julien fronça les sourcils. Anne se dirigea vers ses chaussures, les ramassa et les jeta directement dans la poubelle de la cuisine. Le bruit sourd résonna dans le silence stupéfait. « Tu es devenue folle !» hurla sa mère en se levant brusquement. « Mes chaussures !» vociféra Julien. « Elles coûtent 300 €. » Mais Anne était déjà partie. Elle prit son manteau dans l'entrée, ses clés sur la console, et claqua la porte si fort que les vitres tremblèrent. Derrière elle, les injures de Julien résonnaient dans toute la maison, se mêlant aux cris aigus de sa mère. Dans sa petite Citroën, les mains tremblantes sur le volant, elle fondit en larmes. Mais pour la première fois depuis 8 ans, c'était à des larmes de libération. Elle toucha le médaillon de Thomas à travers son pull. « J'ai enfin tenu ma promesse, grand frère », murmura-t-elle. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Thomas aurait honte de ton égoïsme. » Anne sourit à travers ses larmes et effaça le message. Thomas aurait été fier. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le soir où Anne avait jeté les chaussures de Julien à la poubelle. 3 semaines de liberté précieuse dans son studio de 25 mètres carrés rue des Martyrs. L'appartement était minuscule, mais la lumière dorée qui filtrait par l'unique fenêtre transformait chaque matin cet espace en sanctuaire. Anne pliait soigneusement son uniforme noir du café, le temps suspendu, quand son regard s'attarda sur le petit chevalet installé près de la fenêtre. Pour la première fois depuis des années, elle avait osé acheter des pinceaux et quelques tubes de peinture. L'art, cette passion que sa famille avait toujours qualifiée de perte de temps, reprenait timidement vie entre ses doigts. Elle glissa discrètement son carnet de croquis dans son sac, une habitude secrète qu'elle avait prise pour dessiner entre les services, quand le café se vidait de ses clients pressés. Le trajet à pied jusqu'au café lui prenait 15 minutes. Elle aimait cette routine matinale,
cette sensation d'appartenir enfin à sa propre vie. En poussant la porte vitrée du temps suspendu, elle respira l'arôme familier du café fraîchement moulu, mélangé à l'odeur des croissants chauds. « Bonjour, Anne », lança Sylvie, la gérante, en nouant son tablier. « Notre mystérieux client du mardi est déjà là. » Anne tourna la tête vers la table près de la fenêtre. Lucas était là, comme chaque mardi depuis un mois, penché sur un livre d'art, une tasse de café noir à moitié vide devant lui. Elle avait remarqué ses mains, des mains d'artiste, aux ongles courts et propres, qui tournaient les pages avec une délicatesse particulière. Il devait avoir 27 ou 28 ans, avec des cheveux châtains un peu ébouriffés et des yeux d'un brun profond. Contrairement aux autres clients qui consultaient frénétiquement leur téléphone, Lucas semblait absorbé par les images qu'il contemplait, complètement déconnecté du monde extérieur. « Un café noir, comme d'habitude ?» demanda Anne en s'approchant de sa table. Lucas leva les yeux et lui sourit. Ce n'était pas le sourire poli et distant qu'elle recevait habituellement des clients, mais quelque chose de plus chaleureux, de plus authentique. « S'il vous plaît. » Il ferma son livre, un ouvrage sur Monet, et ajouta « Vous savez, vous avez de la chance de travailler dans un endroit si lumineux. Cette lumière de fin de matinée est magnifique. » Anne sentit ses joues se réchauffer légèrement. Depuis quand un client s'intéressait-il à autre chose qu'à sa commande ? « Vous y connaissez en lumière ? Je suis photographe. Enfin, j'essaie de l'être. » Lucas eut un rire modeste. « Je développe encore mes pellicules dans une chambre noire artisanale chez moi. C'est un peu démodé, mais j'aime le processus, la magie de voir l'image apparaître lentement dans le révélateur. » Anne pensa à ses propres esquisses cachées dans son sac. Elle hésita, puis se lança. « Moi, je dessine un peu. Enfin, j'essaie. »« Vraiment ?» L'intérêt dans la voix de Lucas semblait sincère. « Qu'est-ce que vous aimez dessiner ?» Avant qu'Anne puisse répondre, Sylvie l'appela depuis le comptoir. 2 nouveaux clients venèrent d'entrer. Elle s'excusa auprès de Lucas et retourna à son service, mais elle sentait encore son regard bienveillant dans son dos. L'après-midi passa rapidement. Vers 15 heures, quand le café se vida, Anne sortit discrètement son carnet et commença à esquisser la façade de l'immeuble d'en face. Elle n'avait pas remarqué que Lucas s'était approché du comptoir. « C'est très beau », dit-il doucement. Anne sursauta et referma vivement son carnet, rouge de confusion. « Ce n'est rien, juste des griffonnages. »« Non, vraiment, vous avez un trait très sûr. » Lucas posa sa tasse vide sur le comptoir. « Écoutez, je ne voudrais pas être indiscret, mais si jamais vous voulez voir à quoi ressemble une vraie chambre noire, vous êtes la bienvenue. J'habite rue Le Pic, pas très loin d'ici. » Anne le regarda, surprise. Dans ses yeux, elle ne décela aucune arrière-pensée, juste une générosité simple, d'artiste à artiste. « C'est très gentil, mais je ne voudrais pas déranger. Vous ne dérangeriez pas. Au contraire. » Il posa un billet de 5 € sur le comptoir, un pourboire généreux pour un simple café. Réfléchissez-y. Ce soir-là, dans son studio, Anne ne parvenait pas à se concentrer sur sa peinture. Les paroles de Lucas résonnèrent dans sa tête. Depuis quand quelqu'un s'intéressait-il à son art ? Depuis quand quelqu'un la regardait-il comme si elle avait de la valeur ? Vers 22 heures, son téléphone sonna. Son père. « Anne, ta mère ne va pas bien. Elle pleure tous les soirs depuis que tu es partie. Tu ne peux pas continuer comme ça. Reviens à la maison. » Anne ferma les yeux, touchant machinalement le médaillon de Thomas. « Papa, je vais bien ici. Pour la première fois de ma vie, je vais bien. » Un silence, puis « Mais nous, on ne va pas bien sans toi. » Après avoir raccroché, Anne resta longtemps à fixer son reflet dans la fenêtre. Derrière elle, ses pinceaux et sa toile inachevée attendèrent patiemment. Devant elle, s'ouvrait une vie qu'elle n'avait jamais osé imaginer. Le lendemain, elle prendrait peut-être son courage à 2 mains pour frapper à la porte de Lucas rue Le Pic. Anne avait finalement trouvé le courage de frapper à la porte de Lucas un jeudi soir, 2 semaines après leur conversation au café. L'appartement rue Le Pic était un ancien atelier d'artiste aux poutres apparentes, baigné d'une lumière douce qui filtrait par de grandes verrières. « Je suis si heureux que tu sois venu, » dit Lucas, en la guidant vers sa chambre noire improvisée dans une ancienne salle de bain. « Regarde, c'est là que la magie opère. » Dans la pénombre rougeâtre,
Anne découvrit un univers fascinant. Les bagues de développement alignées avec précision, les pinces délicates, l'agrandisseur qui projetait les images sur le papier photo. Lucas lui expliquait chaque étape avec une passion contagieuse, et elle se surprit à oublier sa timidité habituelle. « Tu veux essayer ?» proposa-t-il en sortant un négatif. « C'est une photo que j'ai prise hier au jardin du Luxembourg. » Leurs mains se frôlèrent quand il lui tendit les pinces, et Anne sentit une chaleur inconnue remonter le long de son bras. Depuis Thomas, aucun homme ne l'avait regardée avec cette attention bienveillante, cette patience naturelle. « Tu as un don rare, Anne, » murmura Lucas, en regardant ses premiers essais de tirage. « Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Ces mots résonnèrent longtemps dans le cœur d'Anne. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un croyait en elle, voyait au-delà de l'image terne qu'elle avait fini par accepter d'elle-même. Les semaines suivantes, leurs rencontres se multiplièrent naturellement. Lucas venait au café presque tous les jours, non plus pour son livre d'art, mais pour ses conversations douces qui s'étiraient bien après la fermeture. Anne découvrait les joies simples, marcher dans Paris sans se presser, partager un chocolat chaud sur un banc, rire aux éclats sans se soucier du regard des autres. Un soir de novembre, alors qu'ils regardèrent les lumières de Montmartre depuis la butte, Lucas prit délicatement sa main. « Anne, Il cherchait ses mots. « Tu m'as redonné quelque chose que j'avais perdu. L'envie de croire que les belles choses peuvent durer. » Leur premier baiser eut la tendresse d'une promesse. Anne ferma les yeux et se laissa porter par cette émotion nouvelle, si différente de la résignation qui avait coloré sa vie jusqu'alors. Mais le bonheur parfait n'existe que dans les contes de fées. Un mardi matin, Anne remarqua que Lucas semblait préoccupé. Il buvait son café en fixant son téléphone qui vibrait régulièrement. À la 3e sonnerie, il s'excusa et sortit prendre l'appel sur le trottoir. À travers la vitre, elle le vit parler à voix basse, la main crispée sur l'appareil, le visage tendu. « Tout va bien ?» demanda-t-elle quand il revint. « Oui, juste des problèmes de boulot. » Mais son sourire manquait de conviction. Ce même après-midi, alors qu'Anne rangeait la vaisselle, elle vit Julien pousser la porte du café, accompagné de 2 amis. Son cœur se serra immédiatement. Depuis sa fuite de la maison familiale, elle n'avait eu aucun contact avec son frère. Julien s'installa ostensiblement à la table centrale et claqua des doigts pour attirer l'attention. « Mademoiselle, 3 cafés, et que ça saute. » Sa voix portait assez fort pour que tous les clients l'entendent. Anne s'approcha, les jambes tremblantes, espérant qu'il se contenterait de commander sans faire d'esclandre. « Tiens, ma petite sœur qui joue à l'indépendante. » Son sourire était celui d'un prédateur. « Dis-moi, tu gagnes combien ici? Le SMIC? De quoi payer ton petit studio minable, j'imagine. Julien, s'il te plaît. S'il te plaît quoi ?» Il haussa la voix délibérément. « Tu vois bien qu'elle n'est bonne qu'à servir, les gars. Même en dehors de la maison. » Ses amis ricanèrent, gênés mais complices. Les autres clients commençaient à regarder la scène avec curiosité et malaise. Anne sentit les larmes monter, cette humiliation familière qui la rongeait depuis l'enfance. Soudain, Lucas apparut. Il avait dû voir la scène depuis la rue. « Excusez-moi », dit-il d'une voix calme mais ferme en s'adressant à Julien. « Je pense que vous devriez modérer votre ton. » Julien le toisa avec mépris. « Et vous êtes qui exactement ?»« Quelqu'un qui respecte Anne. » Lucas se plaça naturellement entre elle et la table. « Ce que vous ne semblez pas faire. » L'altercation dégénéra quand Julien se leva brusquement, renversant sa tasse. Sylvie dut intervenir pour les faire sortir, mais le mal était fait. Anne tremblait comme une feuille, toute sa confiance retrouvée anéantie par cette intrusion du passé. Ce soir-là, dans les bras de Lucas qui tentait de la rassurer, Anne pleura longuement. Mais au-delà de l'humiliation, une inquiétude grandissait en elle. Comment Julien avait-il su où elle travaillait? Et pourquoi Lucas avait-il semblé si nerveux au téléphone? Son portable vibra. Un message de son père. « Ta mère fait une dépression. Le médecin dit que ton départ l'a beaucoup affectée. Réfléchis bien, ma fille. » Anne éteignit son téléphone et se blottit contre Lucas, cherchant dans sa chaleur un refuge contre les fantômes de sa famille. Mais une petite voix lui murmurait que le bonheur, quand il semble trop parfait, cache parfois des secrets.
L'humiliation au café avait laissé Anne plus fragile qu'elle ne voulait l'admettre. Les jours suivants, elle observait Lucas avec une attention nouvelle, cherchant des signes qui confirmeraient ou apaiseraient ses inquiétudes grandissantes. Il y avait ces appels qu'il prenait dans la cuisine, parlant à voix basse d'un ton qu'elle ne lui connaissait pas. Il y avait aussi ces moments où son regard se perdait dans le vague, comme s'il portait un poids invisible. Et surtout, il y avait ces annulations de dernière minute. « Désolée, chérie, un client qui a besoin de photos en urgence. » Un soir, alors que Lucas était sous la douche, son ordinateur portable émit un signal de notification. L'écran était resté ouvert sur un dossier photo. Anne ne put s'empêcher de regarder. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Des centaines de photos d'une femme magnifique aux cheveux bruns et aux yeux verts intenses. Les clichés s'étalaient sur plusieurs années. Portraits intimistes, photos de rue, moments de complicité évidente. La femme riait, posait, regardait l'objectif avec un amour palpable. Dans les propriétés des fichiers, Anne lut le nom. Émilie, portrait, 2019-2022. Le bruit de l'eau s'arrêta. Anne referma rapidement l'ordinateur, le cœur battant. « Tu vas bien ?» demanda Lucas en sortant de la salle de bain, une serviette nouée autour de la taille. « Tu es toute pâle. »« Oui, juste fatiguée. » Cette nuit-là, allongée contre lui, Anne ne trouva pas le sommeil. Qui était cette Émilie ? Pourquoi Lucas gardait-il autant de photos d'elle ? Le lendemain matin, elle aborda le sujet avec précaution. « Lucas, tu m'as dit que tu avais eu une relation sérieuse avant moi. » Il se raidit imperceptiblement. « Émilie. » Il soupira. « Nous étions fiancés. Elle y est partie il y a 8 mois, sans vraiment expliquer pourquoi. Et tu as encore des contacts avec elle ? » Un silence trop long. « Parfois. Elle me contacte depuis qu'elle est revenue à Paris. Mais c'est fini entre nous, Anne. Tu n'as rien à craindre. » Ces mots, au lieu de la rassurer, attisèrent ses doutes. Pourquoi Lucas semblait-il si troublé en parlant d'Émilie ? Anne décida de faire appel à Clara, sa meilleure amie journaliste. Elles se retrouvèrent dans un café du 11e arrondissement, loin du temps suspendu. « Clara, j'ai besoin de ton aide. Je crois que mon copain me cache quelque chose. » Clara, une femme pragmatique de 30 ans aux cheveux roux et aux yeux perçants, écouta attentivement le récit d'Anne. « Tu veux que je mène ma petite enquête ?» proposa-t-elle avec un sourire complice. « Dans mon métier, on apprend à découvrir les secrets. » Anne hésita, puis acquiesça. Elle avait besoin de savoir. 2 jours plus tard, Clara rappelait avec des nouvelles troublantes. « Anne, il faut qu'on se voie. J'ai suivi ton Lucas hier après-midi. Il a rendez-vous avec une femme brune dans le square Louise Michel, près de Montmartre. » Le cœur d'Anne se serra. « Tu en es sûre ? » ?»« Certaine. Et ce n'était pas un rendez-vous professionnel, si tu vois ce que je veux dire. » Ils se sont parlé longuement. Elle pleurait, il la consolait. Anne raccrocha, les jambes coupées. Lucas mentait donc. Il continuait de voir Émilie en secret. Cette révélation la ramena brutalement à tous ses doutes d'enfance, quand elle n'était jamais assez bien pour mériter l'amour sincère. Thomas lui avait toujours dit qu'elle valait plus que ce que sa famille lui faisait croire, mais Thomas n'était plus là pour la protéger. Le soir même, elle décida de suivre Lucas discrètement. Il avait prétexté une séance photo de dernière minute et était parti avec son matériel. Anne prit le métro et descendit à Pigalle, guidée par l'intuition et la rage sourde qui montaient en elle. Elle le trouva près de la fontaine Wallace, exactement où Clara l'avait décrit. Lucas était assis sur un banc à côté d'Émilie, encore plus belle en vrai que sur les photos. La femme pleurait doucement et Lucas passait tendrement la main dans ses cheveux. Puis, sous les yeux horrifiés d'Anne cachés derrière un arbre, ils s'embrassèrent. Un baiser long, passionné, qui ne laissait aucun doute sur la nature de leurs sentiments. Anne recula, chancelante. La douleur était si vive qu'elle dut s'appuyer contre l'écorce rugueuse pour ne pas tomber. Une fois encore, elle n'était qu'un second choix, une consolation temporaire. Elle rentra chez elle en automate, les yeux secs mais le cœur en miettes. Sur sa table de nuit, une enveloppe l'attendait, glissée sous sa porte. Son nom était écrit de l'écriture familière de Julien. À l'intérieur, une photo d'elle et Lucas s'embrassant devant le café, accompagnée d'un mot « Tu vois, je t'avais prévenu, il te quittera comme tous les autres. Tu ne mérites que l'abandon.
Reviens à la maison, Serette. C'est là ta place. Anne passa la nuit à fixer le plafond de son studio, la photo de Julien posée sur sa table de nuit comme un poison silencieux. Vers 8 heures du matin, elle entendit la clé de Lucas dans la serrure. Il entrait toujours doucement, croyant qu'elle dormait encore. « Bonjour ma chérie », murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. « Tu as bien dormi ?» Cette tendresse factice lui donna la nausée. « Lucas, il faut qu'on parle. » Il se figea, son visage perdant instantanément sa décontraction matinale. « Qu'est-ce qui se passe ?» Anne se leva, prit la photo laissée par Julien et la posa sur la table. « Ça, c'est ce qui se passe. Mon frère me surveille. Et toi ? Tu me mens depuis des semaines. » Lucas regarda la photo, puis Anne, ses épaules s'affaissant sous le poids de la culpabilité. « Anne, je peux t'expliquer. Explique-moi pourquoi tu embrasses ton ex-fiancé dans un square, alors que tu me dis qu'entre vous c'est fini. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Lucas s'assit lourdement sur le lit, les mains dans les cheveux. « Elle est revenue, Anne. Émilie est revenue et... c'est compliqué. » « Compliqué comment ? Elle n'a jamais vraiment voulu me quitter. » Sa voix se brisa légèrement. Elle est partie épouser quelqu'un d'autre sous la pression de sa famille, mais elle n'a jamais cessé de m'aimer. Maintenant, elle divorce et... Et quoi ? La colère montait dans la voix d'Anne. « Tu hésites entre nous deux ?» Lucas leva vers elle des yeux embués de larmes. « Je suis déchirée. Elle représente 3 ans de ma vie, nos projets, nos rêves. Mais toi, tu m'as redonné espoir quand je pensais que l'amour était mort. Je ne sais plus quoi faire. » Anne sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Cette phrase résumait toute sa vie. Être un pansement sur les blessures des autres, jamais un choix prioritaire. « Tu ne sais pas quoi faire ?» répéta-t-elle d'une voix glaciale. « Moi, je vais t'aider. » Elle prit son sac, ses clés, et se dirigea vers la porte. « Anne, attends, ne pars pas comme ça. » Elle se retourna une dernière fois. « Lucas, merci de m'avoir montré ce que je méritais de ne plus jamais accepter dans ma vie. » Elle claqua la porte sur ses protestations. Dans la rue, Anne marcha longuement sans destination précise, laissant couler ses larmes librement. Puis elle appela Clara. « Il faut qu'on se voie. Maintenant. » Elles se retrouvèrent dans leur café habituel. Anne raconta la confrontation avec Lucas, sa voix tremblante de rage et de peine mélangée. « Je suis tellement idiote, Clara. J'ai cru que quelqu'un pouvait m'aimer pour ce que je suis. » « Tu n'es pas idiote, Anne. Tu as juste eu confiance. » Clara posa sa main sur la sienne. « Mais j'ai autre chose à te dire. Et tu ne vas pas aimer. » Anne releva la tête, inquiète. « J'ai continué mon enquête hier soir. J'ai suivi Émilie après son rendez-vous avec Lucas. Et elle a pris un café rue de Rivoli avec un homme jeune, brun. Il semblait se connaître bien. J'ai réussi à m'approcher et j'ai entendu des bribes de conversation. » Clara marqua une pause, visiblement mal à l'aise. « Elle parlait de toi, Anne. Elle disait que le plan fonctionnait parfaitement et que sa sœur était exactement comme il l'avait décrite. » Anne blêmit. « Sa sœur ? Quel plan ? De qui tu parles ? » Anne. « Je crois que l'homme avec qui elle buvait un café était Julien. » Le monde s'effondra autour d'Anne. Sa propre famille avait orchestré sa destruction amoureuse. Julien n'avait pas seulement découvert sa relation par hasard, il l'avait sabotée de l'intérieur. « J'ai retrouvé Émilie sur les réseaux sociaux, » continua Clara en sortant son téléphone. « Regarde ses photos récentes. » Sur l'écran, Anne découvrit des clichés d'Émilie dans des restaurants chics, portant des bijoux coûteux, accompagnée d'un homme élégant bien plus âgé que Lucas. « Elle ne divorce pas, Anne. Elle ment à Lucas autant qu'à toi. » Anne ferma les yeux, touchant machinalement le médaillon de Thomas. La manipulation était plus vaste et plus cruelle qu'elle ne l'avait imaginé. Sa propre famille, incapable de supporter son bonheur, avait payé quelqu'un pour la détruire. « Clara, j'ai besoin d'une dernière faveur. Tout ce que tu veux. Aide-moi à découvrir la vérité. Toute la vérité. Il est temps que je sache exactement à qui j'ai affaire. » Pour la première fois depuis des heures, Anne sourit. Mais ce n'était plus le sourire fragile de la jeune femme brisée. C'était celui d'une guerrière qui venait de comprendre que ses vrais ennemis n'étaient pas ceux qu'elle croyait. Clara avait travaillé toute la nuit. Grâce à ses contacts journalistiques, elle avait reconstitué le puzzle diabolique.
Le lendemain matin, elle retrouva Anne dans un café discret du 20e arrondissement, loin de leurs habitudes. « J'ai des preuves », annonça-t-elle en posant une chemise sur la table. « Ton frère est plus machiavélique que je ne l'imaginais. » Anne ouvrit le dossier d'une main tremblante. À l'intérieur, des captures d'écran de conversation sur un forum de photographie, des relevés bancaires, des photos prises à distance. Julien a contacté Émilie il y a 2 mois sur le forum Passion Photo Paris. Il s'est fait passer pour un amateur cherchant à organiser une exposition. Regarde leurs premiers échanges. Anne lut les messages imprimés. Julien avait habilement amené Émilie à parler de sa vie privée, de son divorce compliqué, de ses difficultés financières. Puis, graduellement, il avait évoqué sa sœur difficile, qui monopolisait l'attention d'un photographe talentueux. Et là, le coup de génie, continua Clara en tournant la page. Il lui a proposé 2000 € pour aider le destin en récupérant Lucas. Émilie traversait une période difficile. Son divorce lui coûtait cher. Anne découvrit le reçu de virement, daté de 3 semaines plus tôt. Sa propre famille l'avait vendu pour le prix d'un manteau de luxe. Mais ce n'est pas tout. Clara sortit d'autres documents. Julien a aussi contacté ton propriétaire en se faisant passer pour un ami inquiet. Il a insinué que tu avais des comportements instables depuis ton départ de la maison familiale. La colère montait en Anne comme une lave brûlante. Chaque manipulation était calculée, chaque coup porté avec précision. Sa famille ne supportait pas de la voir libre et heureuse. « Il faut que j'aille le confronter », dit-elle en fermant le dossier. « Anne, attends. Tu es sûre ? Clara, ils m'ont volé mes 8 dernières années avec leur chantage et leur culpabilisation. Maintenant, ils sabotent ma première vraie chance de bonheur. Ça suffit. » Anne prit le métro jusqu'à la maison familiale de Neuilly. En montant l'allée de gravier blanc vers cette façade bourgeoise qui avait été sa prison, elle sentit le médaillon de Thomas contre sa peau. « Donne-moi ta force, grand frère », murmura-t-elle. Elle trouva Julien dans le salon, affalé devant la télévision, une bière à la main malgré l'heure matinale. Il sursauta en la voyant. « Tiens, tiens, la fugitive qui revient au bercail. On va parler toi et moi, » dit Anne en fermant la porte derrière elle. « Ah oui ?» Julien eut son sourire narquois habituel. « Tu veux peut-être t'excuser pour tes caprices ?» Anne sortit les documents de Clara et les étala sur la table basse. Le visage de Julien se décomposa progressivement. « Émilie Moreau, Forum Passion Photo, 2000 € de virement. Tu veux que je continue ?» Un silence pesant s'installa. Puis Julien éclata de rire, un rire froid et cruel. « Tu as toujours été trop curieuse pour ton propre bien. Pourquoi, Julien ? Pourquoi faire ça ?» Il se leva, la dominant de sa hauteur, retrouvant cette arrogance qui l'avait toujours caractérisée. « Parce que tu nous appartiens, petite sœur. Tu croyais quoi ? Que tu allais partir, refaire ta vie, nous oublier ?» Ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. « Maman et moi, on t'a rappelé qui tu es vraiment, qui je suis, la fille qui a tué Thomas, celle qui nous doit tout pour se faire pardonner. » Il s'approcha dangereusement. « Tu pensais qu'un photographe raté allait te transformer en princesse ? Émilie n'a même pas eu à mentir sur ses sentiments. Elle l'aimait vraiment, ce Lucas. Moi, je n'ai fait que faciliter les retrouvailles. » Anne encaissa le choc. La manipulation était encore plus perverse qu'elle ne l'avait imaginé. « Et si tu refuses de rentrer à la maison, j'ai encore plein d'autres idées, » continua Julien avec jubilation. « Ton petit café, ton petit studio, tout peut disparaître si facilement. » Pour la première fois de sa vie adulte, Anne regarda son frère sans peur. Elle voyait enfin clair dans son jeu. Il n'était qu'un homme faible, terrorisé, à l'idée qu'elle lui échappe définitivement. « Tu sais quoi, Julien ?» dit-elle d'une voix calme qui le fit reculer. « Tu as raison sur un point. J'ai été responsable de la mort de Thomas. Mais j'ai passé 8 ans à expier une culpabilité qui vous arrangeait bien. » Elle ramassa les documents. « Maintenant, vous allez tous découvrir de quoi je suis capable quand je ne me sens plus coupable de rien. » En sortant de la maison, Anne respirait un air nouveau. Pour la première fois depuis la mort de Thomas, elle se sentait libre de sa culpabilité. Julien venait de lui offrir le plus beau des cadeaux sans s'en rendre compte. La fin de sa servitude volontaire. La guerre était déclarée. Et cette fois, Anne comptait bien la gagner. Les 8 semaines qui suivirent la confrontation avec Julien
furent les plus intenses de la vie d'Anne. Dans son petit studio, elle peignait avec une énergie dévorante, transformant sa colère en œuvre d'une puissance saisissante. Le médaillon de Thomas était devenu le motif central de chaque toile, tantôt symbole de culpabilité brisée, tantôt promesse de liberté, toujours présent comme un phare dans la tempête de ses émotions. Ses pinceaux crachèrent la vérité sur la toile avec une violence contrôlée. « Mon Dieu, Anne !» murmura Béatrice, la propriétaire de la galerie du Marais, où elle avait trouvé un emploi d'assistante. Ses œuvres sont bouleversantes. La femme de 50 ans, élégante et cultivée, contemplait la dernière création d'Anne. Une femme aux chaînes brisées, le médaillon de Thomas scintillant au centre comme un cœur libéré. « Vous devriez exposer. Sérieusement. » Anne, qui nettoyait ses pinceaux, leva un sourcil sceptique. « Je ne suis qu'une débutante. Détrompez-vous. Vous avez ce que beaucoup d'artistes cherchent toute leur vie, une vérité à dire. » Béatrice s'approcha de la toile. Cette rage, cette renaissance, ça parle au cœur. Physiquement aussi, Anne s'était transformée. Fini les cheveux ternes tirés en queue de cheval. Clara l'avait convaincue d'adopter une coupe moderne qui encadrait son visage avec élégance. Elle s'habillait différemment, portait du rouge à lèvres, regardait les gens droit dans les yeux. 2 soirs par semaine, elle prenait des cours de self-défense dans une salle de sport près de chez elle. Frapper dans un sac de sable lui procurait une satisfaction primitive, comme si chaque coup effaçait une humiliation passée. « Tu deviens redoutable », plaisanta Clara en la regardant s'entraîner. « Julien ne va pas te reconnaître. »« C'est bien le but », répondit Anne en assénant un uppercut parfait. Clara travaillait en parallèle sur un dossier que toutes deux gardèrent secret, une demande de résidence d'artiste à Florence. Les œuvres d'Anne, photographiées professionnellement, constituaient un portfolio impressionnant. Si elle était acceptée, elle pourrait partir 6 mois en Italie, loin de sa famille toxique. Un soir, en rentrant de la galerie, Anne croisa Madame Dubois, la voisine de ses parents, dans le métro. « Anne, ma chérie !» s'exclama la femme âgée. « Ta mère me disait justement que tu traversais une période difficile. » Anne sourit poliment. « Au contraire, Madame Dubois, je n'ai jamais été aussi bien. » Ah. La femme sembla déstabilisée par cette réponse inattendue. « Mais ton travail au café, ce petit appartement, ta mère s'inquiète tellement. Dites à ma mère que je vais très bien, mieux que jamais même. » En descendant à sa station, Anne se sentit légère. Pour la première fois, elle n'avait ressenti aucune honte en parlant de sa nouvelle vie. Le téléphone sonna à son arrivée chez elle. Son père, évidemment. « Anne, ma chérie, il faut qu'on se parle. » « Je t'écoute, papa. Julien a des problèmes, des dettes importantes. Et ta mère, elle ne va vraiment pas bien depuis ton départ. Sa voix était lasse, vieillie. On a besoin de toi. » Anne regarda ses toiles alignées contre le mur, puis toucha le médaillon de Thomas. « Papa, vous m'avez bien fait comprendre que je ne servais à rien, que j'étais juste bonne à être l'esclave de Julien. »« Voyons, ma chérie, c'était dit sous le coup de la colère. » Vous aviez peut-être raison, finalement. Sa voix était d'un calme glacial. Je ne sers effectivement à rien. Pour vous. Un silence choqué, puis... Anne, ne dis pas ça. Papa, j'ai découvert que Julien avait payé quelqu'un pour détruire ma relation amoureuse. Vous trouvez que c'est normal ? Je ne savais pas. Bien sûr que tu ne savais pas. Tu ne sais jamais rien, papa. C'est plus facile. Elle raccrocha et éteignit son téléphone. Ce soir-là, devant son chevalet, Anne commença une nouvelle toile. Cette fois, ce n'était plus la colère qui guidait ses pinceaux, mais une détermination froide et précise. Elle allait leur montrer exactement qui elle était devenue. L'heure de la révélation approchait. Et cette fois, ce serait elle qui tiendrait les cartes. Le vernissage était prévu pour un jeudi soir de mars. Béatrice avait mis à disposition l'espace annexe de sa galerie pour l'exposition Renaissance d'Anne. 12 toiles racontèrent son parcours avec une sincérité brutale. L'oppression familiale, la culpabilité, la manipulation, puis la libération progressive. Le médaillon de Thomas scintillait dans chaque œuvre comme un fil d'Ariane. « Tu es prête ?» demanda Clara en ajustant les derniers éclairages. Anne, élégante dans sa robe noire simple,
contemplait ses créations alignées sur les murs blancs. Chaque toile portait un titre évocateur: servitude, chantage, mensonge, éveil. Plus que jamais, répondit-elle en touchant le médaillon sous sa robe. Les premiers invités arrivèrent vers 19h. Quelques collectionneurs que Béatrice connaissait, des journalistes de magazines d'art, des curieux du quartier. L'atmosphère était feutrée, studieuse. Puis, vers 20h, ils débarquèrent. Sa mère entra la première, suivie de Julien et de son père. Tous trois arborèrent des sourires factices, venus ostensiblement soutenir Anne. Quelques connaissances de Neuilly les accompagnaient, dont Madame Dubois qui papotait déjà avec d'autres visiteurs. « Ma chérie !» s'exclama sa mère en l'embrassant théâtralement. « Nous sommes si fiers de toi, n'est-ce pas, Julien ?» Son frère hocha la tête, mais Anne vit la colère contenue dans ses yeux. Il n'avait pas prévu qu'elle irait si loin. « Maman, papa, Julien, quelle surprise !» dit Anne avec un sourire glacial. Sa mère commença aussitôt son numéro devant les invités présents, se pavanant comme si elle avait toujours encouragé le talent artistique de sa fille. Anne l'observait jouer la comédie avec un détachement clinique. Vers 21h, quand la salle fut bien remplie, Béatrice prit la parole pour présenter l'artiste. Anne monta sur la petite estrade improvisée, le cœur battant mais l'esprit clair. « Bonsoir à tous. Je suis Anne, et ces toiles racontent mon histoire. » Elle prit une inspiration profonde. Pendant des années, j'ai cru que l'art était une perte de temps. C'est ce qu'on m'avait appris. J'ai cru que ma place était de servir, de me taire, de disparaître. C'est ce qu'on m'avait enseigné. Dans l'assistance, sa mère souriait encore, mais son sourire se crispait progressivement. Ces œuvres existent parce que j'ai découvert une vérité simple. Personne n'a le droit de vous convaincre que vous ne valez rien. Personne n'a le droit de manipuler votre culpabilité pour vous garder prisonnier. Anne désigna la toile centrale, où une femme brisait ses chaînes. Il y a 3 mois, mon propre frère a payé une femme pour détruire ma première relation amoureuse. Il voulait m'obliger à revenir dans ma cage dorée, me faire croire que je ne méritais pas le bonheur. Un murmure parcourut l'assemblée. Julien était devenu livide. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffla-t-il entre ses dents. « Je me libère », répondit Anne calmement. Elle continua son récit, expliquant la manipulation d'Émilie, les tentatives de sabotage de son indépendance, les années de chantage affectif déguisé en amour familial. Ces toiles racontent comment j'ai appris que l'amour véritable n'humilie jamais, ne manipule jamais, ne détruit jamais. L'amour véritable vous donne des ailes. Dans l'assistance, les visages exprimaient un mélange d'émotion et d'indignation. Sa famille, elle, semblait pétrifiée. Sa mère se leva brusquement, tremblante. « Anne, tu ne peux pas. » Mais avant qu'elle puisse continuer, elle s'effondra sur sa chaise, les larmes aux yeux. Pour la première fois devant témoin, le masque tomba. « J'avais tellement peur que tu partes comme Thomas, » sanglota-t-elle. « Alors j'ai préféré te garder près de moi, même prisonnière. Je pensais te protéger. » Le silence était assourdissant. Julien, lui, se leva avec rage. « Tu salis ta propre famille pour quelques euros. Tu n'as pas honte ?» Anne le regarda avec une sérénité nouvelle. « Non, Julien, je n'ai plus honte de rien. Pour la première fois de ma vie, je n'ai plus honte. » Elle se tourna vers l'assemblée émue. « Ces toiles portent tout le médaillon de mon frère Thomas, mort il y a 8 ans dans un accident. Pendant toutes ces années, j'ai cru que je devais expier sa mort en sacrifiant ma vie. Aujourd'hui, je sais qu'il aurait voulu que je vive, vraiment vive. » L'émotion était palpable dans la salle. Plusieurs personnes pleuraient ouvertement. À cet instant, Anne aperçut une silhouette familière près de l'entrée. Lucas venait d'arriver, bouleversé par ce qu'il entendait. Leurs regards se croisèrent un instant, puis il baissa les yeux, comprenant enfin l'ampleur des manipulations qu'il avait subies sans le savoir. « Merci à tous d'être venus, » conclut Anne. « Ces œuvres sont désormais libres, comme je le suis enfin. » Les applaudissements éclatèrent, nourris et sincères. Sa famille quitta les lieux en silence, mais Anne ne les regardait plus. Elle avait tourné la page, pour toujours. 6 mois plus tard, aéroport Charles de Gaulle. Anne ajustait la bretelle de son sac de voyage, regardant une dernière fois le hall de départ. Dans quelques heures, elle serait à Florence pour sa résidence d'artiste,
accepté grâce au retentissement de son exposition « Renaissance ». 3 de ses toiles avaient été vendues à des collectionneurs, lui offrant enfin une vraie indépendance financière. « Tu es sûre de ne rien oublier ?» demanda Clara en l'étreignant. « Sûre. » Anne sourit en touchant le médaillon de Thomas sous son chemisier blanc. « J'emporte ce qui compte vraiment. » Ces 6 mois avaient été un étrange mélange de cicatrisation et de renaissance. Sa mère l'avait contactée 2 semaines après l'exposition, la voix brisée par les larmes et les regrets. Elle suivait une thérapie, tentait de comprendre pourquoi elle avait transformé son amour en prison. Leur conversation était encore fragile, prudente, mais sincère pour la première fois. Son père avait arrêté de boire. « Voir ta force m'a donné envie de retrouver la mienne », lui avait-il avoué lors de leur dernier déjeuner. Seul Julien restait coupé de sa vie, refusant toute remise en question. Quelque part, Anne s'en satisfaisait. Certaines blessures nécessitent une amputation définitive pour guérir. Mademoiselle Anne? Elle se retourna. Lucas se tenait à quelques mètres, l'air hésitant, tenant une enveloppe Kraft. Lucas. Clara fronça les sourcils, protectrice. « Je ne resterai qu'1 minute, dit-il doucement. Je voulais juste te donner ça avant ton départ. » Anne prit l'enveloppe, surprise par sa légèreté. « Je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon, » continua-t-il, les yeux baissés. « J'ai été faible, manipulée, mais c'est moi qui ai choisi de te mentir. Tu méritais mieux que mes hésitations. » « Lucas ? Non, laisse-moi finir. » Il leva enfin les yeux vers elle. « En 6 mois de thérapie, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bonheur même quand ce bonheur ne passe pas par nous. » Anne sentit une émotion inattendue l'envahir. Cet homme face à elle n'était plus le Lucas indécis qu'elle avait quitté, mais quelqu'un qui avait grandi dans la douleur. « Merci, » dit-elle simplement. « Merci à toi. Tu m'as montré ce que signifie vraiment avoir du courage. » Il s'éloigna sans se retourner, disparaissant dans la foule des voyageurs. Anne ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, une seule phrase manuscrite. « Tu m'as appris qu'aimer, c'est laisser l'autre libre de voler. Vole haut, Anne. Vole pour nous tous. » Clara passa un bras autour de ses épaules. « Il a changé, on dirait. Moi aussi, j'ai changé. » Anne glissa la lettre dans son sac. Mais parfois, changer ne suffit pas à réparer ce qui a été cassé. Et c'est normal. L'embarquement pour Florence fut annoncé. En montant dans l'avion, Anne repensa à cette soirée de novembre où elle avait jeté les chaussures de Julien à la poubelle. Cette femme-là lui semblait appartenir à une autre vie. Par le hublot, elle regarda Paris s'éloigner sous les nuages. Quelque part dans cette ville, sa mère apprenait à l'aimer sans l'emprisonner. Son père découvrait qu'on pouvait être fier de ses enfants au lieu d'avoir honte d'eux. Lucas comprenait enfin ce qu'aimer signifiait vraiment. Et elle, Anne, partait peindre sa nouvelle histoire sur les toiles florentines. En sortant son carnet de croquis, elle toucha une dernière fois le médaillon de Thomas. Pour la première fois depuis 8 ans, elle ne ressentit ni culpabilité, ni tristesse, juste une gratitude immense. « Merci, grand frère. Grâce à toi, j'ai appris que mourir pour quelqu'un, c'est parfois lui apprendre à vivre. » L'avion s'éleva vers le ciel italien. Anne ouvrit son carnet à une page vierge et commença à dessiner. Son premier trait fut celui d'une femme aux ailes déployées, libre enfin de choisir sa direction, comme Thomas l'avait toujours voulu pour elle.